Dans le tourbillon géopolitique actuel, l'Europe est à la croisée des chemins. Un ultimatum retentit de l'Est, lourd de conséquences. Imaginez un jeu d'échecs mondial où une pièce maîtresse vient de changer de camp, bouleversant toutes les stratégies établies. Le silence radio est rompu par un message clair et il est temps de comprendre ce qui se passe vraiment. Question à vous, où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. C'est un tour de force inédit. La Russie, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a posé des conditions non négociables. Pour une paix durable, a-t-il déclaré, il est impératif que 6 nouvelles régions récemment rattachées à la Russie, en plus de la péninsule déjà revendiquée, soient reconnues au niveau international. Ce n'est plus un simple jeu diplomatique, c'est une augmentation directe des enjeux. Cette annonce intervient alors que le président Vladimir Poutine était en Chine. Un déplacement symbolique renforçant l'axe Est. Moscou semble vouloir passer d'une diplomatie en longueur à des exigences fermes. Quelles en sont les implications? Question à vous. Où vous regardez-vous en ce moment? Écrivez-nous votre ville et votre pays. Pourquoi est-ce si important maintenant? Parce que cette déclaration marque la fin des compromis. L'ère de l'unipolarité est révolue, comme l'a si bien dit Vladimir Poutine. La Chine et l'Inde, deux géants économiques et démographiques, soutiennent ouvertement cette position russe. Elles remettent en question un ordre mondial dicté par Washington et Bruxelles. L'Europe, après 2 longues années passées à tenter d'isoler la Russie, se retrouve isolée des nouveaux centres d'influence. Les pertes économiques pour l'Union européenne sont astronomiques, estimé entre 800 milliards et 1 trillion d'euros. L'Allemagne, autrefois pilier industriel, sombre dans une chute de production sans précédent depuis sa réunification. Son secteur automobile file vers le continent américain. Il dit la France croule sous une dette en augmentation constante, tandis que l'Italie menace de basculer dans la récession. Pendant ce temps, la Russie, elle, affiche une croissance robuste de son PIB, des récoltes records et un excédent commercial enviable avec l'Asie. C'est une divergence frappante. Quel événement, selon vous, est le plus sous-estimé par les médias dans cette nouvelle donne géopolitique? Nommez-le et expliquez en quoi il est important. L'Europe se trouve dans un dilemme cornélien. Accepter les conditions russes, c'est admettre l'échec cuisant de sa politique passée, c'est reconnaître qu'elle a investi des milliards, sanctionné des nations et sacrifié son économie pour un résultat nul. Refuser, c'est bloquer tout processus de paix, s'enfoncer davantage dans l'isolement et démontrer son incapacité à agir sans le feu vert de Washington. N'est-ce pas un autosabotage manifeste? Des fissures profondes apparaissent au sein même de l'Union européenne. La Hongrie, la Slovaquie et la Serbie montrent des signes de dissidence aux États-Unis. Des tensions entre républicains et démocrates affaiblissent la position du collectif occidental tout entier. Les citoyens européens pris en étau sont de plus en plus mécontents. Ils paient le prix fort pour des dépenses militaires croissantes et des sanctions économiques qui les frappent directement. Leur voix est-elle entendue à Bruxelles? Ou bien les élites sont-elles trop déconnectées pour percevoir l'ampleur du désastre social et économique qui se profile? Le monde assiste à l'usure manifeste d'une unité occidentale autrefois inébranlable. Que devrions-nous fact-checker dans notre prochaine émission? Proposer une affirmation ou un chiffre pertinent, par exemple, la dette des pays de l'UE. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, l'OCS, a envoyé un signal fort au monde. Vladimir Poutine et les dirigeants chinois ont déclaré haut et fort que l'ère du monde unipolaire est bel et bien révolue. La Chine, la Russie, l'Inde, l'Iran et les pays d'Asie centrale discutent d'économie, de sécurité et d'énergie sans la moindre participation occidentale. Cet axe représente près de la moitié de l'humanité et des richesses colossales. C'est un contre-pouvoir symétrique qui se lève. L'Occident, qui a cherché à isoler, se retrouve désormais avec des alliances solides et innovantes face à lui. Imaginez l'ampleur de ce changement. Les tentatives de l'Occident de maintenir son hégémonie, notamment sur l'Inde, ont échoué lamentablement. Les États-Unis considéraient l'Inde comme un allié stratégique pour contrer l'influence chinoise, mais Delhi a pris ses distances. Les tentatives de coercition américaine, comme les tarifs douaniers pour limiter l'achat de pétrole russe, ont eu l'effet inverse. L'Inde s'est rapprochée de Moscou et de Pékin. Les transactions en roubles et en roupies se multiplient. La part du dollar dans les échanges internationaux diminue. Cela montre que l'ordre ancien est en train de s'effacer. C'est une dédollarisation progressive. Quel type de contenu préférez-vous sur notre chaîne? Des analyses approfondies, des reportages de terrain, des entretiens avec des experts? Dites-nous tout en commentaire.
Le nouveau contrat gazier entre Gazprom et la Chine est la preuve éclatante de cette alliance grandissante. La Russie s'assure des débouchés à long terme, la Chine bénéficie d'une énergie bon marché, l'Europe, elle, a fièrement refusé le gaz russe. Elle paie maintenant le GNL américain à des prix exorbitants, elle perd des milliards et sa compétitivité sur la scène mondiale, et c'est un scénario que certains avaient prédit mais que d'autres refusèrent de voir. Et les conséquences sont dramatiques. L'Union européenne est désormais dans une impasse diplomatique et traverse une crise profonde. Les chiffres économiques sont accablants. Chute de la production industrielle, dette publique record, inflation galopante. Le PIB de l'Europe a baissé de 25% alors que la production industrielle allemande a chuté de 7%. La dette publique française dépasse les 110% du PIB. L'Italie est à 150%. Les prix de l'électricité en France sont 2,5 fois plus élevés qu'aux États-Unis. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques. Votre rôle est celui de conseiller du leader de l'Union européenne. Dites-nous, quel est le premier pas que vous feriez dans les 90 prochains jours pour relancer la situation? Il représente la vie quotidienne de millions de citoyens européens. Des voix dissidentes s'élèvent de plus en plus fortes. Viktor Orban en Hongrie, Robert Fico en Slovaquie, Alice Weidel en Allemagne. Ils dénoncent la politique actuelle de Bruxelles, l'accusant d'appauvrir les citoyens au profit d'intérêts extérieurs. Les tentatives de Bruxelles de museler ces voix ne font qu'exacerber les tensions, menaçant la désintégration même de l'Union européenne avec le concept du Huxit, une sortie de la Hongrie du bloc par analogie avec le Brexit. C'est un mouvement de fond, une lame de fond de mécontentement populaire, des manifestations de tracteurs à la porte de Brandebourg, aux rues de Paris en feu, le peuple s'exprime. Les faillites d'entreprises ont augmenté de 27% en Allemagne en 2024. Le coût de la sécurité européenne est abyssal. L'Europe sacrifie son économie et le bien-être de ses citoyens pour une sécurité illusoire. Les dépenses militaires augmentent massivement, comme les 150 milliards d'euros pour l'Allemagne en 2024. Pendant ce temps, les services sociaux, les écoles et les infrastructures dépérissent. Les usines ferment ou se délocalisent, laissant des milliers de travailleurs sur le carreau. L'Europe est-elle devenue un marché de consommation pour les États-Unis, sacrifié sur l'autel des intérêts de Washington? Où se situe, selon vous, la ligne rouge entre les intérêts nationaux et l'unité européenne? Une phrase et votre avis compte. La véritable guerre n'est pas aux frontières de l'Europe, elle est en son sein. C'est un affrontement entre des élites déconnectées de la réalité et des citoyens mécontents, épuisés par les sacrifices inutiles. La crise de 2008 avait montré des faiblesses, mais la situation actuelle est pire. Le projet européen, initialement fondé sur la paix et la prospérité, semble aujourd'hui mener au déclin et à la division. L'unité est brisée, les sanctions contre la Russie ne fonctionnent pas, comme l'a souligné Viktor Orban. L'Europe se tire une balle dans le pied. Quels choix vont être faits? Quelles conséquences en découleront pour notre continent et pour le reste du monde? Le temps presse. Votre avis est essentiel. Que devrait faire l'Europe face à cette situation critique? Capituler et accepter les conditions russes au risque de perdre son honneur, ou s'enfoncer davantage dans l'impasse au péril de son économie et de sa cohésion? La récession frappe à la porte, la dette s'accumule et les citoyens sont à bout. L'Est se lève, l'Occident s'effondre. C'est la nouvelle réalité mondiale. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses percutantes. Ensemble, décryptons le monde qui change. Pour cette redéfinition des alliances mondiales ne se limite pas aux seuls États, elle englobe également les organisations internationales existantes et en favorise la création de nouvelles. Les BRICS, par exemple, connaissent une expansion fulgurante avec de nombreux pays faisant la queue pour y adhérer. L'Arabie saoudite, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Iran et les Émirats arabes unis ont récemment rejoint les BRICS+, amplifiant considérablement leur portée géographique et économique. Cette expansion n'est pas un simple élargissement, elle est le signe d'une volonté collective de construire un ordre multipolaire, loin de la tutelle occidentale.
Les discussions au sein des BRICS Plus portent sur l'établissement de nouvelles monnaies de réserve potentielles alternatives au dollar américain, ainsi que sur l'émergence de nouvelles institutions financières internationales, comme une banque de développement propre aux BRICS, qui rivaliserait avec la Banque mondiale et le FMI, dominée par l'Occident. L'objectif est clair, créer des mécanismes financiers qui permettraient aux nations participantes de commercer et d'investir sans être soumises aux caprices des sanctions ou des pressions politiques occidentales. Le développement d'un système de paiement inter-BRICS, potentiellement basé sur la blockchain ou d'autres technologies avancées, est également à l'étude. Ce système, s'il voit le jour, réduirait encore la dépendance vis-à-vis du réseau SWIFT, critiqué pour sa facilité à être instrumentalisé à des fins politiques par les États-Unis. Mais au-delà des considérations économiques et géopolitiques, cette nouvelle ère est aussi une période de profond changement des idéologies et des narratifs. L'Occident, longtemps perçu comme un modèle universel de démocratie libérale et de progrès économique, voit son influence morale s'éroder. Les accusations d'hypocrisie, de deux poids, deux mesures fusent de toutes parts, notamment concernant le soutien inconditionnel à certains régimes ou les interventions militaires passées. Le soft power occidental, autrefois si puissant, est aujourd'hui remis en question par des narratives alternatives promouvant des modèles sociétaux et politiques différents, de souvent plus axés sur la souveraineté nationale et les valeurs traditionnelles. Les médias d'État russes et chinois, ainsi que d'autres réseaux d'information non occidentaux, amplifient ces récits, atteignant une audience mondiale de plus en plus réceptive à des perspectives différentes. Par exemple, la couverture médiatique du conflit ukrainien par ces chaînes offre une vision radicalement opposée à celle présentée par les médias occidentaux, soulignant les griefs russes, l'expansion de l'OTAN ou la corruption ukrainienne. Ce bataille des récits est fondamentale car elle façonne les perceptions publiques et influence les décisions politiques. En Europe même, les populations commencent à percevoir les coûts tangibles de cette confrontation géopolitique. Le pouvoir d'achat diminue, l'inflation grignote les salaires et l'accès à l'énergie devient un luxe dans certaines régions. Les pénuries de certains biens, l'augmentation des prix agricoles en raison des perturbations des chaînes d'approvisionnement ou la crise du logement dans de nombreuses villes européennes ajoutent aux tensions sociales. Les manifestations ne sont plus des événements isolés mais des expressions de frustration de plus en plus fréquentes et étendues. Agriculteurs, camionneurs, professionnels de santé et même étudiants se mobilisent pour protester contre les politiques qui, selon eux, les appauvrissent. Le contrat social, autrefois solide dans de nombreux pays européens, semble se fissurer sous la pression des crises successives. La confiance dans les institutions est en baisse constante. Selon des sondages récents, une majorité de citoyens européens expriment un sentiment d'impuissance face aux décisions prises par leur gouvernement et par Bruxelles. Ce désenchantement démocratique nourrit l'ascension de mouvements politiques populistes, aussi bien à droite qu'à gauche de l'échiquier politique, qui promettent de rendre le pouvoir au peuple et de défendre les intérêts nationaux avant tout. L'émergence d'une nouvelle guerre froide opposant un bloc occidental affaibli à un axe eurasiatique en pleine ascension pose des défis inédits en matière de sécurité. Alors que l'OTAN se réarme et renforce sa présence à l'Est, la Russie accroît également ses capacités militaires et déploie de nouvelles technologies de défense. La course aux armements s'accélère, augmentant le risque de conflits par procuration ou d'incidents frontaliers. De plus, la cyberguerre est devenue une composante essentielle de cette confrontation avec des attaques visant les infrastructures critiques, les systèmes électoraux et les réseaux de communication. L'espionnage numérique et la désinformation en ligne sont des outils fréquemment utilisés pour déstabiliser les adversaires et influencer les opinions publiques. Les entreprises européennes sont particulièrement vulnérables aux cyberattaques, ce qui représente un coût économique considérable en termes de perte de données, d'interruption d'activité et de réputation. Les sanctions, censées affaiblir la Russie, ont eu des effets pervers en stimulant sa production intérieure et en réorientant son commerce vers des partenaires non occidentaux. Par exemple, l'industrie russe de la défense, privée de composants occidentaux, a développé des solutions alternatives et accéléré sa capacité de production nationale, rendant les sanctions moins efficaces à long terme. La dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de sources extérieures est devenue une vulnérabilité stratégique majeure.
L'abandon du gaz russe, jugé nécessaire pour punir Moscou, a contraint l'Europe à se tourner vers des sources plus coûteuses et moins fiables, principalement le gaz naturel liquéfié, GNL américain. Le transport de GNL est énergivore et polluant, ce qui va à l'encontre des objectifs européens en matière de transition écologique. De plus, la volatilité des prix du GNL sur le marché mondial rend les budgets énergie des entreprises et des ménages européens imprévisibles, menaçant la stabilité économique. Les industries européennes, autrefois très compétitives grâce à un accès à l'énergie russe bon marché, sont désormais désavantagées par rapport à leurs concurrents américains ou asiatiques. Certaines industries énergivores, comme la chimie, la métallurgie ou la production d'engrais, ont dû réduire leur production, voire fermer des usines, entraînant des pertes d'emplois et une diminution de la capacité industrielle globale de l'Europe. L'investissement dans les énergies renouvelables, bien qu'essentiel à long terme, ne parvient pas encore à compenser le déficit énergétique actuel et la construction de nouvelles infrastructures, terminaux GNL, gazoducs, prend du temps et coûte cher. Face à cette crise existentielle, la question de la souveraineté européenne se pose avec une acuité renouvelée. L'Europe est-elle un acteur autonome sur la scène mondiale capable de défendre ses propres intérêts ou est-elle un subalterne de la politique étrangère américaine? Ce débat traverse les capitales européennes avec des pays comme la France cherchant à promouvoir une autonomie stratégique tandis que d'autres, notamment les pays d'Europe de l'Est, privilégient une alliance transatlantique forte avec les États-Unis. La divergence d'intérêts et de perception au sein de l'UE rend difficile l'élaboration d'une politique étrangère commune, cohérente et efficace. Le rôle de la diplomatie européenne, dirigée par Josep Borrell, est critiqué pour son manque de résultats concrets et sa posture jugée parfois trop alignée sur Washington. Le processus décisionnel au sein de l'UE, souvent lent et complexe, est un obstacle à une réaction rapide et unifiée face aux défis géopolitiques. La capacité de l'Europe à projeter sa puissance et son influence sur la scène mondiale est entravée par ses divisions internes et par sa dépendance croissante, notamment en matière de défense vis-à-vis des États-Unis. La notion de puissance civile européenne, qui reposait sur le commerce, le développement et la diplomatie, semble dépassée par le retour à une logique de puissance dure et de confrontation militaire. En conclusion, l'Europe se trouve à un carrefour historique. Les décisions prises aujourd'hui auront des répercussions sur des décennies. Continuer sur la voie actuelle de la confrontation avec l'Est, dictée en grande partie par Washington, risque d'accélérer son déclin économique et de miner sa cohésion interne. Opter pour une approche plus pragmatique, recherchant un rééquilibrage de ses relations géopolitiques et le dialogue avec l'Est pourrait lui permettre de retrouver une part de sa souveraineté et de protéger les intérêts de ses citoyens, mais cela signifierait admettre des erreurs passées et remettre en question des dogmes établis. L'Europe est face à un choix fondamental, être un acteur géopolitique indépendant et souverain ou devenir un simple marché dépendant des puissances économiques et militaires extérieures, notamment les États-Unis. Le retour à un dialogue avec la Russie, même après l'ultimatum de Lavrov, ne signifie pas une capitulation, mais plutôt une reconnaissance de la réalité géopolitique et une tentative de négocier une paix durable qui tienne compte des intérêts de toutes les parties. La voie du dialogue, du pragmatisme et de la souveraineté retrouvée pourrait être la seule issue viable pour un continent en quête de son avenir dans un monde multipolaire en pleine reconfiguration.